Alors, les objectifs spécifiques de l'exposé consistent en une première analyse. C'est vraiment la première analyse de résultats concernant cette dynamique de contamination des eaux de rivière, des eaux de surface par la chlordécone. Nous avons travaillé sur des données datant comprises entre février 2016 et mai 2018, donc 2 années et demie de données. Alors, on va essayer également de vous montrer quelques résultats concernant les modes et les voies de transfert de cette chlordécone dans les sols et les eaux. Alors, bien évidemment, ça s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux d'Opale. Alors, le dispositif d'observation est installé sur le croissant bananier, comme Magali l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur une zone où les risques de contamination des sols sont maximum, et on peut même dire qu'on a réellement de la contamination profondément marquée dans les sols. Alors, on a 2 bassins versants. Un premier bassin versant hydrologique, la rivière des Pères, 2,3 km². Je ne vous en parlerai pas, parce qu'en fait, les données hydrologiques ne sont pas encore consolidées sur ce bassin versant-là. Donc, je vous parlais exclusivement du bassin versant hydrologique de la rivière Pérou, qui est juste à côté. C'est celui qui est avec les contours en rouge. Alors, vous avez deux stations hydrométriques aux exutoires, des forages, 3 forages, et puis 4 pluviomètres, donc qui nous permettent de mesurer la pluie. Alors le bassin versant hydrologique est essentiellement cultivé en bananeraies, on a plus de 50% de bananeraies, et les sols volcaniques, je ne reviens pas dessus, c'est représentatif de la majorité des sols volcaniques qui sont infiltrants et riches en matière organique. On a un gradient altitudinal de la pluie qui est bien marqué, entre 2 mètres et 8 mètres à l'amont. Quelles sont les variables mesurées? La pluie, bien évidemment, on en a besoin. Pour les eaux de surface, les débits, la conductivité, la température. Et pour les eaux souterraines, la piézométrie, conductivité, température. Alors, ce qui est important à préciser, c'est tout ce qui concerne les prélèvements et les analyses. Alors, les prélèvements, pour les eaux de surface, on a 2 types de prélèvements. Des prélèvements hebdomadaires asservis au volume écoulé, c'est-à-dire qu'on va collecter des échantillons qui sont représentatifs de l'eau qui s'est écoulée dans la rivière pendant 1 semaine. On a également des prélèvements ponctuels, et pour les eaux souterraines, il s'agit de prélèvements saisonniers, entre 3 à 4 par an, suivant les années et les forages. Les analyses sont réalisées, il s'agit d'analyses multirésidus, il y a plus de 400 matières actives qui sont analysées dans les eaux de surface et les eaux souterraines, avec bien évidemment la chlordécone, et c'est le laboratoire départemental de la Drôme qui fait ces analyses. Alors, mon exposé sera structuré en 3 parties. Une première partie qui va concerner la dynamique à l'échelle hebdomadaire, la dynamique de la chlordécone à l'échelle hebdomadaire. Une deuxième, une dynamique à l'échelle ponctuelle. Et enfin, je terminerai par quelques résultats sur les exportations dans les eaux de rivière. En ce qui concerne les gammes de concentration qu'on mesure au niveau de la rivière Pérou, à l'exutoire de la rivière Pérou, vous voyez qu'ici, on a en moyenne 1 microgramme par litre. Alors, entre parenthèses, ce sont les résultats que l'on mesure sur les échantillons ponctuels. Donc, entre 1 et 4, un peu plus de 4,5 microgrammes par litre. Alors, cette contamination, elle est tout à fait représentative de ce qu'on trouve dans plus de 90% des exutoires des rivières de la Basse-Terre en Guadeloupe. En termes de débit instantané, on voyait la gamme de mesure entre 0,4 et plus de 50 mètres cubes secondes. Oui. Si vous pouvez m'aider. Donc vous pouvez découvrir sur ce graphique, je suis désolé, vous allez l'imaginer, donc au cours du temps, sur 2 années et demie de mesure, vous avez sur l'axe des ordonnées la concentration en chlordécone. Et concernant la dynamique de concentration donc en chlordécone, vous avez... Non, c'est pas celui-là, c'est celle d'avant, s'il vous plaît. Alors, vous verrez aussi que l'incertitude analytique est assez importante. C'est pas celle-là, c'est la diapositive d'avant. Ah bon, d'accord, c'est moi. Ok. Voilà, merci. Merci. Donc, incertitude analytique de plus de 35%. Alors, vous voyez, donc, comme je le disais, la concentration en ordonnée et en abscisse, le temps sur les 2 années et demie. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a réellement une dynamique, il y a une certaine variabilité des concentrations. Alors, on s'est attaché sur ces premières données, sur cette première analyse. Ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, ici, on a des gammes de concentration avec une médiane de 0,5 microgrammes par litre. À partir de cette période-là,
deuxième période, on a un doublement de la concentration en chlordécone. Et enfin, dernière période, ici, on multiplie par 3 les concentrations en chlordécone dans les eaux de rivière. Alors pourquoi on a ça? Décidément. Alors vous voyez apparaître deux... Je suis désolé, mais... Voilà. Ce que vous voyez apparaître, c'est que les modifications de concentration, donc première période ici avec 0,5 microgrammes par litre, ce que j'appellerais la période 1. Après, on a une onde tropicale avec plus de 100 mm en gros une journée. Puis ensuite, une période 2 qui est bornée, qui est comprise entre cette onde tropicale et une deuxième onde tropicale très importante, le 14 septembre 2017, qui a été juste suivie par le cyclone Maria. Donc là, on a un doublement des concentrations dans l'eau et enfin un triplement après l'épisode Maria. Alors, on va continuer. Donc, toujours à l'échelle hebdomadaire, quelles sont les hypothèses de fonctionnement dont on dispose à ce moment-là? Donc, elles reposent sur des données qui ont été acquises en 2010. Et vous voyez ici, alors, 3 éléments importants. Tout d'abord, les nappes sont beaucoup plus contaminées que les eaux de surface. Ce qu'on peut constater aussi sur ce graphique, donc les concentrations en ordonnée, et ici les débits qui ont été mesurés sur des périodes non hebdomadaires mais décadaires. Ici, vous avez des fortes concentrations pour les faibles débits qui correspondent en fait à une contribution importante et significative des nappes et qui entraînent donc une pollution des eaux de surface. Puis ensuite, on a donc une relation décroissante de cette concentration avec l'augmentation du débit, avec une contribution ici, une caractéristique qui est marquée par l'amont forestier. En fait, sur ce bassin versant-là, 70% du bassin versant est couvert par de la forêt à l'amont et on a un effet de dilution. Alors, quand on positionne les points ici en rouge des données 2010 et les points de l'Observatoire Opale, donc 2016-2017, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous constaterez avec moi que la relation est assez floutée et qu'on n'arrive pas à retrouver cette relation qui était assez propre sur le graphique des données 2010. Alors, en fait, on se rend compte que cette relation, en fait, elle ne peut être calée. On est obligé de la caler sur les 3 périodes dont je vous ai parlé précédemment, période 1, période 2 et post-Maria, donc qui sont bornées par les événements extrêmes et qui correspondent en fait à des changements de débit de base et probablement à des changements de hauteur de niveau piézométrique. On va y revenir juste après. Alors, je vais passer en revue. Donc, on va découper cet ensemble de données 2016-2017 en 3 périodes et je vais faire succéder. Donc, voilà la première période, donc avant novembre 2016. On retrouve cette fois-ci notre relation de décroissance. Ça, c'est entre novembre 2016 et septembre 2017. Ici encore, on retrouve cette relation de décroissance. Et après l'épisode Maria, alors c'est un petit peu moins net, on a une variabilité assez marquée des concentrations ici, sur cette période-là, mais on peut considérer que donc la relation débit-concentration en chlordécone est variable selon les conditions hydrologiques et probablement suivant les différentes conditions de hauteur piézométrique. C'est ce que je vais vous montrer sur ce graphique, donc que nous apprennent les données sur les eaux souterraines. Sur le graphique du haut, vous avez sur 3 forages l'évolution des hauteurs piézométriques, de la profondeur piézométrique, et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, ici, vous avez la période 1, donc avant novembre 2016. On a bien ici une remontée de la nappe qui est également significative ici au moment de l'épisode Maria, donc avec cette remontée-là. Donc en fait, les modifications de concentration qu'on a observées précédemment sont bien expliquées par ces remontées de nappe, donc novembre 2016 et septembre 2017. En termes de concentration, on retrouve bien l'idée que les concentrations dans les eaux souterraines sont beaucoup plus importantes que dans les eaux de surface. En ce qui concerne la rivière Pérou, ce qui correspond en fait à ce forage ici avec les points en rouge, on a des concentrations qui évoluent entre 1 et 10 ou 20 microgrammes par litre, c'est-à-dire en fait 1 à 2 ordres de grandeur concernant de plus que les eaux dans la concentration dans les eaux de rivière. On passe au niveau des échantillons ponctuels. Là, on a des analyses qui ont été faites sur des échantillons d'eau brute. On peut constater ici que
ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gammes de débit qui sont beaucoup plus importantes que pour les échantillons hebdomadaires cumulatifs, puisqu'on va jusqu'à plus de 50 mètres cubes par seconde. On a bien ici des fortes concentrations, comme dans la relation précédente, relation décroissante, mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'on observe ici en situation de crue, donc pour les débits importants, une remontée des concentrations. Ces mêmes échantillons ont été filtrés avec séparation phase dissoute, phase particulière. On observe bien évidemment la même relation avec cette courbe en cloche. Ce qu'on constate ici, c'est qu'en bleu, vous avez la chlordécone analysée dans la phase dissoute. On a bien ici une majorité de chlordécone sur la phase dissoute qui correspond aux contributions de la nappe. Ensuite, avec l'augmentation des débits, on a une augmentation de la concentration à la fois sur la phase particulière et la phase dissoute, et notamment sur la phase particulière, qui est fortement cette dynamique est fortement influencée par les pics de crue, donc avec un transport particulier significatif. Dernière partie, les exportations. Quand on regarde ici, vous avez ici les exportations pour chaque épisode hebdomadaire des 2 années et demie de mesure. On constate que les exportations de chlordécone vont augmenter avec les volumes écoulés. Alors ça peut sembler assez évident, mais c'est important de le noter parce qu'en fait, ce sont ces exportations-là qui sont à l'origine de la contamination du biote et de la contamination des eaux marines. Autre élément important, 2 rivières qui auront la même concentration, suivant les volumes qui vont s'écouler dans ces rivières, n'exporteront pas les mêmes quantités de chlordécone. À l'échelle des échantillons, au niveau des échantillons ponctuels, on peut constater que plus de 90% des exportations de chlordécone se fait dans la phase dissoute. Vous avez ici uniquement 2% donc des transports particuliers qui sont concernés par, qui sont responsables des exportations de chlordécone. À l'échelle des crues, petit graphique qui est juste à côté, on peut constater qu'à l'échelle des crues, le rôle de la phase particulière n'est pas anodin puisqu'il représente plus de 25%, presque 30% donc des exportations de chlordécone à la phase au niveau des crues. Regardons, là on revient un petit peu à ce dont parlait Magali précédemment. Quand on regarde un petit peu la variabilité de l'exportation sur les 3 années sur lesquelles on possède des mesures, des données, 2010, 2016, 2017, vous avez ici les chiffres d'exportation, donc en kilos par an, de chlordécone, 26, 20, 57. On constate qu'il y a une variabilité de cette exportation qui dépend de l'hydrologie des années. L'année 2017 est beaucoup plus pluvieuse, mais grosso modo, on est dans le même ordre de grandeur. Si on se réfère à la seule connaissance qu'on a en termes de stock de chlordécone dans les différents compartiments dont on parlait à la fois Luc Multinier et Magali Janoyer, on peut se référer, le seul qui est bien connu, le mieux connu, c'est le sol. Quand on regarde le pourcentage que représente l'exportation mesurée dans les rivières par rapport au stock qui est contenu dans les 30 premiers centimètres, il a été estimé ici à 1,6 tonne. Donc, à l'heure actuelle, ça représente de 1 à 3% uniquement de ce qui est dans ce stock. Alors, bien évidemment, comme ça a été dit précédemment, il est nécessaire de considérer le stock qui existe encore dans les autres compartiments et notamment les nappes. Alors, juste pour information, l'estimation des quantités épandues sur la totalité du bassin versant de la rivière Pérou pendant les 22 années représenterait en gros 14 tonnes de chlordécone. Je dis bien de chlordécone, hein, pas de la substance commerciale. En conclusion, et quelques perspectives opérationnelles, je voudrais rappeler tout d'abord première conclusion. On a bien confirmation de l'origine majoritairement souterraine de la chlordécone. Les événements climatiques extrêmes modifient la dynamique et les exports de CLD. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est à confirmer, mais c'est relativement nouveau. Enfin, si l'on veut maîtriser les stocks importants de chlordécone pour éviter de continuer à polluer, il faut bien maîtriser tout ce qui se passe au niveau des sols. Pour maîtriser ce qui se passe au niveau des sols, l'exportation par érosion, c'est quelque chose de minoritaire. Donc si on veut maîtriser et piéger finalement la chlordécone dans le sol, il va falloir éviter la percolation de la chlordécone à travers le sol et notamment dans la zone non saturée, et qui va rejoindre ensuite les nappes. En termes de conséquences opérationnelles, tout d'abord sur les protocoles d'échantillonnage.
On a vu la pertinence de réaliser des mesures, des échantillons intégrateurs. Alors là, je veux parler, nous on a travaillé sur des échantillons hebdomadaires, mais les capteurs passifs sont une piste intéressante à creuser. On a vu également que plus de 60% du volume écoulé se fait avec des débits faibles, inférieurs à 3 mètres cubes seconde. Donc ça peut expliquer, et là je me tourne vers les offices de l'eau notamment, que en général, les prélèvements, les campagnes d'échantillonnage se font lorsque le débit est faible, parce que c'est plus facile pour aller dans la rivière, bien évidemment, mais on se rend compte que c'est pas si ça tient la route quand même, suivant les objectifs. Les transferts particulaires sont minoritaires, sauf pour les fortes crues, mais, je dirais attention, le suivi particulaire va être très important à prendre en compte pour tous les organismes biologiques aquatiques sensibles. Dernière diapositive. Quelques conséquences sur les mesures de débit. Les mesures de débit sont nécessaires pour étudier les transferts de chlordécone, notamment si on veut faire des comparaisons entre années et faire des bilans de masse. Malheureusement, les mesures de débit, c'est vraiment pas facile à faire dans la rivière. Je sais qu'on est plusieurs, enfin toute l'équipe en sait quelque chose. Vous avez ici une image à droite du passage du cyclone Maria qui a complètement détruit la station. Je crois que c'est la même chose aussi en Martinique. Mais sur cette station-là, on en est à la septième disons, réinstallation de la station. Depuis 2 ans, ça fait beaucoup. Et enfin, pour terminer, quelques perspectives pour l'observatoire. Il faut travailler à une meilleure compréhension des échanges surface souterrains, l'identification des matières actives pertinentes que l'on réalise à travers les suivis de multirésidus. Je vous ai parlé de 400 matières actives analysées. Sur les 2 rivières, Pérou et les Pères, on a actuellement une 40aine de matières actives que l'on retrouve sur chaque régulièrement. Donc ça veut dire qu'on a matière à réactualiser peut-être les listes de substances à analyser. Donc à travailler ça. Enfin, les propriétés physico-chimiques de la chlordécone ont un comportement majorant par rapport au transport particulaire, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce que pour les autres matières actives, les autres pesticides utilisés actuellement, on aura, si on n'a pas un transport majoritaire avec la chlordécone, on n'en aura certainement pas avec les autres matières actives. Enfin, le lien avec l'occupation du sol et les pratiques agricoles est bien évidemment à poursuivre, notamment sur la chlordécone et les pesticides actuels. Alors, quelques posters, je vous invite à aller voir 4 posters notamment. Un premier qui va concerner la cartographie des sols contaminés sur la Guadeloupe continentale, Rochette et al., Charlie et al. Sur les temps de résidence de la chlordécone dans les nappes. Un poster très intéressant sur les phases dissoutes, les transferts de phases dissoutes et particulières. Donc c'est le programme financé par l'Agence française pour la biodiversité. Et enfin, le poster Bussière et toute l'équipe Opal qui présente le dispositif Guadeloupe-Martinique. Je vous remercie. Merci beaucoup Patrick.